La croissance économique. On entend ce mot partout, tout le temps, dans les infos, dans la bouche des politiques. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, d'où est-ce que ça vient? C'est un peu un puzzle et c'est ce qu'on va essayer de décoder ensemble aujourd'hui, le véritable moteur de notre économie. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Pourquoi c'est si important? Eh bien, la raison est assez simple en fait. Tous les pays, absolument tous, la recherchent. C'est parce que c'est le moyen principal qu'on a trouvé pour améliorer le niveau de vie, pour répondre aux besoins des gens. C'est en quelque sorte la promesse d'un avenir meilleur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une augmentation durable de la richesse qu'on produit et qu'on distribue. En gros, il s'agit de fabriquer et de partager plus de choses. Ça peut être des biens, comme des voitures, ou des services, comme des soins de santé. Et le mot-clé ici, c'est vraiment durable. Bon, alors, pendant très très longtemps, les économistes étaient persuadés d'avoir résolu l'énigme. Pour eux, l'équation était simple, elle reposait sur deux piliers. C'était les suspects habituels, si on veut. Et ces deux piliers, ce sont ce qu'on appelle les facteurs de production. D'un côté, il y a le travail, c'est simple, une entreprise de service à la personne qui embauche plus de monde, eh bien elle va pouvoir fournir plus de services. Logique. De l'autre côté, il y a le capital. Pensez à une compagnie aérienne, si elle achète plus d'avions, elle peut transporter plus de passagers. L'idée, elle est simple, elle est efficace, ça se tient. Sauf que, dans les années 50, tout a basculé. Un économiste, Robert Solow, a décidé de vérifier tout ça. Et là, il a fait une découverte qui a complètement changé la donne. Il a mis le doigt sur un vrai mystère, au cœur même de la science économique. Jusque-là, la formule que tout le monde acceptait était hyper simple. On prend la croissance du travail, on y ajoute la croissance du capital, et hop, on obtient la croissance économique. Solow, lui, il a décidé de tester ça, avec des vrais chiffres, des données réelles. Il a regardé de combien le travail avait contribué, de combien le capital avait contribué. Alors, pour que ce soit bien clair, imaginons un exemple. Disons que l'augmentation du nombre de travailleurs explique 2 points de croissance, et que l'augmentation des machines explique 1 point. Bon, 2 plus 1, ça fait 3. Son modèle prévoyait donc une croissance économique de 3%. C'était juste une addition, rien de compliqué. Sauf que, voilà le rebondissement. Quand Solow a regardé les chiffres réels de l'économie cette année-là, la croissance n'était pas du tout de 3%. Elle était de 4,5%. Il manquait quelque chose. Et pas juste un petit bout, hein. Il manquait un tiers de l'explication. C'est la question qui a tout changé. D'où venaient ces 1,5% de croissance en plus? Ça voulait dire qu'une part énorme, gigantesque, du moteur économique était invisible. Personne ne la voyait. Solow, il a appelé cette part mystérieuse le résidu. C'était un peu comme un fantôme dans la machine. Mais ce résidu, Solow a vite compris que ce n'était pas une erreur de calcul. Pas du tout. C'était en fait la source de croissance la plus importante, la plus puissante de toutes, celle que tout le monde avait ignorée pendant des décennies. Ce fameux résidu, c'est ce qu'on appelle le progrès technique. L'idée, c'est que la clé, ce n'est pas seulement d'avoir plus de travailleurs ou plus de machines, c'est de les rendre plus efficaces. C'est l'art de travailler plus intelligemment, pas juste plus dur. Regardez cette analogie, elle est parfaite pour comprendre. Si on a 2 ouvriers avec 2 pelles, on double la production par rapport à un seul. C'est travailler plus dur. Maintenant, si on donne à ces 2 mêmes ouvriers une bétonnière, c'est une innovation. On ne double pas la production, on la multiplie par 10. C'est ça la puissance incroyable du progrès technique. Attention, hein, ce progrès technique, il ne sort pas de nulle part. Il ne tombe pas du ciel. C'est le résultat de choix, d'investissement. Il faut mettre de l'argent dans la recherche et le développement. Il faut former les gens pour qu'ils soient qualifiés. Et il faut des institutions solides, comme des lois sur les brevets pour protéger les inventeurs et les encourager à innover. Et ce moteur du progrès, il a un nom un peu paradoxal, la destruction créatrice. C'est un cycle sans fin. Chaque fois qu'une innovation crée quelque chose de nouveau, un nouveau produit, un nouveau métier, elle en détruit un ancien. C'est inévitable. Et ça, on le voit tous les jours autour de nous. Amazon, Tesla, ce sont des entreprises qui explosent grâce à l'innovation. Et en même temps, les téléphones fixes, les voitures à essence, tout ça est en déclin. Des métiers comme standardistes ont presque disparu pendant que de nouveaux métiers apparaissent. C'est un processus qui peut être brutal, oui, mais il est constant. Ok, on a compris d'où vient la croissance. Mais il y a une dernière partie très importante, parce que ce moteur formidable de prospérité, il a aussi un prix. Et aujourd'hui, il nous met face à 2 défis absolument gigantesques. Le premier défi, ce sont les inégalités. C'est simple, le progrès, ça crée des gagnants et des perdants. D'un côté, les innovateurs, les spécialistes de la tech, s'enrichissent. De l'autre, des travailleurs dont les tâches sont automatisées, pensez aux secrétaires par exemple, se retrouvent fragilisés. Résultat, l'écart entre les deux se creuse.
Et puis, le deuxième défi, il est écologique et il est immense. Notre croissance, elle s'est faite en puisant dans des ressources qui ne sont pas infinies. Les ressources non renouvelables, comme le pétrole, bien sûr, mais même les renouvelables, comme les poissons, qu'on surpêche. Et par-dessus tout ça, évidemment, il y a le changement climatique causé par nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là qu'on arrive au dilemme central de notre époque. Le progrès technique nous a sortis de la misère, a amélioré nos vies de façon spectaculaire, mais en même temps, il menace la planète. La grande question, c'est est-ce que ce même moteur qui a créé le problème peut aussi nous en sortir? Alors il y a de l'espoir, bien sûr. On voit des innovations vertes qui sont très prometteuses. Le solaire, l'éolien, bien sûr, mais aussi des projets pour capturer le carbone de l'atmosphère, ou l'agriculture verticale pour économiser l'eau et l'espace. Le problème, et il faut être très lucide là-dessus, c'est que pour l'instant, ça ne va pas assez vite. Ces innovations, aussi géniales soient-elles, ne se développent pas assez rapidement pour vraiment inverser la tendance. Le miracle technologique qu'on attend, il n'est pas encore là. Du coup, la question reste entière. Est-ce qu'on doit continuer à parier sur le progrès? Est-ce qu'on doit croire que l'innovation va, une fois de plus, nous trouver une solution juste à temps? Ou alors, est-ce que la solution est beaucoup plus radicale? C'est l'idée de la décroissance, une idée qui gagne du terrain. L'idée que la seule vraie solution, c'est de produire moins et de consommer moins. De se demander si on a vraiment besoin d'un nouveau t-shirt chaque semaine ou de manger des fruits qui viennent de l'autre bout du monde. Au final, le puzzle a changé de nature. On a résolu le premier mystère. On sait d'où vient la croissance. La vraie énigme, le grand puzzle d'aujourd'hui, c'est de savoir comment on fait pour aligner cette formidable soif d'innovation avec une planète qui, elle, a des limites. Et ça, c'est sans aucun doute le plus grand défi de notre génération.